cas, bonjour à tous et à toutes. Bonjour, donc, je vais quand même vous présenter. Donc on va aborder un tout autre sujet, mais qui est un sujet très important parce qu'il tient en lui des enjeux de représentativité de la profession. Et donc on accueille avec nous donc à distance Thierry Conquet. Alors Thierry, vous êtes architecte d'intérieur. Vous avez été élu président du CFAI de 2006 à 2010, je crois, et depuis 2012, vous êtes délégué du CFAI auprès du Conseil européen des architectes d'intérieur, qu'on appelle l'ECIA. Et vous travaillez donc à toute une sorte de réseau européen qui permettrait de réfléchir à une échelle un peu plus transnationale à la profession d'architecte d'intérieur. Mais du coup, la première question que moi j'ai envie de vous poser, c'est à quoi ça sert une synergie à l'échelle européenne ? Pourquoi ? Alors, juste pour ceux qui ne connaîtraient pas, le CIA est un rassemblement d'un certain nombre de pays qui existent. La presse aussi. Je vous interromps, pardon Thierry. On avait... Ouais. Bon, allez-y. Ça doit être ça. Bon, et vous me voyez ou vous ne me voyez pas, non ? Alors, je vous vois plus, mais au moins on a la présentation et du coup, moi, je vais avancer les slides, le double live. Ah, mais c'est génial, on vous a quand même. Donc voilà, je vous présentais tout à l'heure. Donc voilà, donc déjà, qu'est-ce que c'est en effet, oui, ce Conseil européen des architectes d'intérieur ? Bon, c'est le rassemblement d'une vingtaine de pays, enfin 20 pays depuis cette année, on était 18 l'année dernière. On voit sur cette carte en bleu la plupart des pays qui sont membres aujourd'hui. Pourquoi 20 et pas 27 ? Tout simplement parce qu'on avance pas à pas. Il en reste 7. On en a 2 en prévision qui nous rejoignent l'année prochaine, le Luxembourg et la Tchéquie, je crois. Et puis on a quelques pays baltes qui sont encore un peu réticents. Mais on se rend compte de l'emprise que ça donne sur l'Europe. Voilà. Alors, comment on est membre de l'ECIA ? C'est tout simplement une association professionnelle par pays qui est la plus représentative des architectes d'intérieur de ce pays. Et donc, vous avez à gauche tous ces sigles différents. Donc, vous avez des associations où il y a quelques dizaines de personnes, mais vous avez d'autres associations où ils sont plusieurs milliers. La totalité, ça fait 18 000 professionnels représentés en Europe par le biais de CIA. Et pour être tout à fait complet, pour ceux qui connaissent l'IFI, qui est l'Association internationale des architectes d'intérieur, elle, au niveau mondial, regroupe environ 250 000 personnes et la plupart des pays membres de l'ECIA sont également membres de l'IFI. Donc voilà, 18 000 par rapport à 250 000, ça vous donne une idée de la taille de l'Europe pour ce métier dans le monde. Voilà. Alors pourquoi être membre d'un rassemblement comme celui-là ? Tout simplement parce que c'est un partage de connaissances, un partage de bonnes pratiques, une connaissance aussi de l'enseignement, de la manière avec laquelle l'enseignement se branche sur la pratique professionnelle. Il y a des tas de discussions que vous pouvez imaginer que l'on partage dans d'autres réseaux, comme par exemple les réseaux Cumulus pour les écoles, voilà, entre les bachelors, les masters, les doctorats. Voilà, tout ça est un gigantesque travail qui a aujourd'hui 30 ans d'âge, puisque le CIA a 30 ans. Et donc, si on résume, c'est vraiment l'idée de mettre aussi en commun plein de bonnes pratiques à l'échelle de l'Europe, et puis de répondre aussi en fait aux enjeux un peu d'organisation et de lisibilité de la profession, en harmonisant un certain nombre de critères en fait qui permettent à la fois de parler de la formation, donc de l'attestation de la formation à un certain nombre de compétences, et puis ensuite de la manière dont elles sont mises en œuvre dans la pratique quotidienne, j'ai envie de dire, de ces métiers. Voilà. Et en fait, chaque pays a son identité. Et ça serait trop simple si en Europe on arrivait à tous travailler de la même manière et à avoir le même vocable qui nous représente et même la même activité ou le même champ d'activité. Donc le CIA permet justement de se comparer et de voir ceux qui réussissent le mieux. Parce qu'il y a des pays qui ont tout compris et qui depuis plusieurs décennies arrivent à fonctionner extrêmement bien, et puis d'autres pays où c'est plus délicat, où
la terminologie, la dénomination architecte d'intérieur n'est pas forcément acceptée, ou elle est mal acceptée, ou elle est biaisée par d'autres choses comme le interior design ou comme d'autres appellations qui peuvent exister dans ces métiers que vous connaissez bien. Voilà. Alors. Et du coup, cette échelle européenne, elle a aussi donné lieu à ce qu'on appelle un creative program, donc qui formalise encore plus finalement une manière de rassembler cette profession à l'échelle européenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet qu'on peut un peu donc traduire par l'idée de construire des liens pour pouvoir consolider la profession ? Voilà, alors on ne le savait pas il y a quelques années, mais il y a à l'intérieur de la Commission européenne et des services européens à Bruxelles un certain nombre de programmes qui servent à reconnaître ou à aider les professions à se rassembler ou à se reconnaître mutuellement. On connaît tous les lois et les directives européennes sur les reconnaissances mutuelles des professions réglementées, les architectes par exemple, mais aussi bien les médecins, les avocats, les experts comptables, etc. Mais il y a un certain nombre de professions créatives qui ne sont pas réglementées et qui ont besoin d'avoir une base mutuelle pour se reconnaître. Pour nous, architectes d'intérieur, ça a été à un moment donné la charte sur la formation, qui est à l'origine française. On l'a faite au niveau du CFAI en 1996 et qui a considérablement évolué au niveau de l'Europe et au niveau de l'ECIA pour devenir, il y a 10 ans, une masse, une somme de travail et une somme de références pour l'enseignement et qui s'est réparti partout en Europe. Voilà. Alors, ça nous a permis d'atteindre ce fameux Creative Programme européen, qui est un programme qui permet donc aux professions mutuelles de se reconnaître et en même temps de développer un certain nombre de sous-projets que voilà. Le premier s'appelle le Spider Programme, c'est une comparaison de chacun des pays suivant 3 critères qui sont l'éducation, la formation, la législation et puis la pratique et l'organisation professionnelle. C'est un programme qui est mené par l'Université d'Anvers en Belgique. Le deuxième, c'est l'échange de connaissances. C'est un projet qui est mené par la Royal Academy of Art de Londres et qui est un site internet auquel vous aurez tous accès, qui s'appelle Atlas, qui va être mis en ligne à partir du début de l'année prochaine et qui est un mixage des connaissances dans toute l'Europe au niveau de beaucoup de sujets, que ce soit l'éco-responsabilité, que ce soit les matériaux, que ce soit la création, que ce soit le design, que ce soit l'enseignement. Le troisième, c'est la promotion de la charte de l'éducation dont j'ai parlé précédemment. Cette charte sur l'éducation qui est maintenant européenne va être diffusée dans la plupart des établissements d'enseignement qui sont au niveau master en Europe. Et ça permettra certainement une uniformisation générale de cet enseignement. La création d'un prix de l'architecture intérieure, un award européen comme il y en a beaucoup dans le monde aujourd'hui, mais pas spécialement en Europe. Le 5e projet, l'augmentation du nombre de pays, je l'ai dit tout à l'heure, on est 20, il faut arriver à 27 en essayant de choisir les bonnes associations dans les bons pays qui correspondent le mieux à notre activité. Et puis le 6e projet qui est la représentation de notre activité, c'est-à-dire comment expliquer ce que l'on fait. Pourquoi c'est identitaire comparé à d'autres métiers de création ou d'autres métiers de l'architecture et comment on peut s'insérer dans ce qu'on appelle, nous, la famille de la conception architecturale. Voilà les 6 sous-projets qui sont en développement depuis 2 ans et demi et ces projets-là se terminent en avril prochain et je pense qu'il y aura un rayonnement européen du résultat de ce travail parce que pour être tout à fait clair, l'Europe paye pour obtenir ces 6 sous-projets. Ils payent ça avec nos impôts. Donc, je pense qu'on sera tous très contents d'avoir le résultat. Et vous avez travaillé plus particulièrement donc, sur la partie 6, si j'ai bien compris, de ce Creative Programme. Et je rebondis aussi sur ce que vous disiez au départ, sur l'idée que... donc, on a pour objectif un peu de formaliser, d'harmoniser des critères, des compétences de formation, métier, en s'inspirant de ce qui marche chez nos voisins.
parce que ce que vous nous disiez aussi quand on a préparé cette prise de parole, c'est qu'il y a des pays où ils ont réussi à avancer et à formaliser des choses de manière un peu plus avancée. Et notamment, du coup, vous disiez que la Hollande, l'Allemagne et la Suède étaient des pays où on avait une représentativité accrue et mieux comprise. Du coup. On a effectivement, Maëlle, vous avez raison, on a sélectionné ces 3 pays. Alors, ça n'est évidemment pas au détriment des autres, parce qu'il y a de très bons exemples en Belgique, et dans d'autres pays du Nord qui fonctionnent très bien. Pourquoi ces 3-là? Alors, je vous les décris rapidement. La Suède a monté une histoire très intelligente qui consiste à regrouper au même endroit les pays, les professions de la conception architecturale, de la famille de la conception architecturale. Donc on a au même endroit, dans le même bâtiment, l'ordre des architectes, qui est une association d'architectes, les architectes d'intérieur, les urbanistes, les paysagistes, et même une certaine catégorie d'ingénieurs structures. Ces gens-là travaillent ensemble. Par exemple, quand il y a un projet public en Suède, ce projet ne passe pas par un ministère, il est immédiatement donné à cette chambre interprofessionnelle qui organise le développement de ce projet. Alors évidemment, chacun a son périmètre. L'architecte d'intérieur ne va pas marcher sur les plates-bandes de l'architecte, qui ne marchera pas sur les plates-bandes du paysagiste, mais c'est un système qui fonctionne comme une grande famille, et même si l'architecte est réglementé là-bas et l'architecte d'intérieur ne l'est pas, le fonctionnement se fait en commun et avec le respect de chacune des disciplines. Ça, c'est la Suède. L'Allemagne... Là, on est un peu dans un accélérateur de synergie, pour le coup. Alors, on est dans un accélérateur de synergie et on est surtout dans la compréhension globale de ce qui fait l'environnement de l'individu. On sait comment on peut travailler pour aménager, pour organiser au niveau du pays le bien-être de l'être humain. Et je trouve que c'est une chose extrêmement saine. Alors, vous allez me dire, oui, mais la Suède, c'est un petit pays, etc. Bon, oui, effectivement, ils ne sont pas très nombreux. Je crois qu'il y a en tout et pour tout 300 ou 400 architectes d'intérieur par rapport à quelques milliers d'architectes, mais en fait, ça fonctionne assez bien. L'Allemagne, c'est l'opposé, c'est-à-dire que là, vous avez quelque chose qui s'appelle la Bundesarchitektenkammer, qui est la chambre professionnelle et la chambre syndicale des métiers de l'architecture. C'est 170 000 personnes. Vous avez là-dedans 6 000 architectes d'intérieur et une répartition ensuite entre les architectes, les paysagistes, les ingénieurs, etc. C'est extrêmement normalisé. Les professions sont normalisées et réglementées, aussi bien l'architecte d'intérieur que l'architecte, que le paysagiste. Et puis avec une répartition, vous savez, en Allemagne, il y a non pas des départements, mais des Länder, et chaque Länder est autonome pour fonctionner comme ça, mais toujours avec la BAK, cette chambre nationale qui permet le fonctionnement de ces métiers ensemble. Et puis le dernier, la Hollande. Alors ça, c'est un exemple très intéressant parce que les Hollandais ont été pendant très longtemps comme nous, c'est-à-dire que l'architecte avait on va dire une puissance très établie et l'architecte d'intérieur, même si l'appellation existe depuis 100 ans là-bas, il semblerait qu'il y avait des difficultés de voisinage. Et à tel point que le gouvernement a décidé en 2016 de lancer une enquête nationale et internationale sur le positionnement des architectes d'intérieur par rapport aux architectes, par rapport aux paysagistes, etc. C'est une enquête indépendante qui a été confiée à des universitaires qui ont rayonné un peu partout en Europe. Moi, je me souviens avoir reçu le doyen de la faculté de Rotterdam qui venait poser des questions. Et en 2018, il y a eu un résultat officiel validé par le gouvernement qui a installé un organisme qui s'appelle Architektenregister, qui est une chambre d'enregistrement
des différentes disciplines, architecture intérieure, paysagisme, urbanisme. Voilà. Et depuis, ça marche beaucoup mieux, parce que tout le monde se connaît, tout le monde se respecte. Le système d'assurance professionnelle est d'ailleurs mutualisé, d'ailleurs comme en Suède, ce qui permet des facilités d'assurance sur des chantiers, vous pouvez imaginer pourquoi. Et donc, comme c'est le plus récent et celui qui fonctionne le mieux, et c'est pour moi un exemple. Si on devait trouver quelque chose en France qui pourrait organiser tout ça d'une manière plus efficace, je pense que le modèle hollandais serait le meilleur. Une piste à suivre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, enfin, peut-être vous voulez commenter ça, en fait, sur la France, sur ce qui ferait fonctionner en France, parce qu'il y a aussi cet effet miroir un peu, ou d'aller puiser aussi chez nos voisins les bonnes pratiques pour essayer de résoudre ce dont on parle depuis le début de la journée, finalement. Voilà. Si vous voulez, le programme européen, le fameux Creative Programme, qui est donc rémunéré, payé, dont les résultats vont être mis en ligne, vont révéler tout ça auprès de tous les pays. Donc, comme on dit, il y a un effet de ruissellement qui viendra de l'Europe avec les techniques qui marchent, les systèmes qui fonctionnent et puis ceux qui fonctionnent moins bien. Et je pense que ça mène tout droit vers d'abord des recommandations européennes qui généralement, quelques années plus tard, se transforment en directives. Donc oui, pour moi, bien sûr que je pense que le modèle hollandais est un modèle, mais c'est une voie. C'est une voie pour nous. Je pense que ça serait très intéressant si le gouvernement était capable d'examiner ce que pourrait être une voie comme celle-là avec le Conseil de l'Ordre, et pourquoi pas donner comme mission au Conseil de l'Ordre d'organiser quelque chose suivant un modèle hollandais ou suivant un modèle suédois. Je pense que ça serait la solution de beaucoup de nos tracas. Ça permettrait de faire un ménage considérable au niveau qualité de l'enseignement, au niveau qualité des pratiques, etc. Je pense que c'est la voie. Et si nous avions des représentants, par exemple, du Conseil de l'Ordre, je serais ravi de travailler avec eux sur une situation comme celle-là, ou d'examiner ces modèles s'ils ne les connaissent pas. Mais je pense qu'ils les connaissent un petit peu quand même. Et je voulais conclure du coup avec vous sur la dernière partie en fait aussi de ce programme. Alors moi j'ai noté manifeste ici, mais je sais qu'à l'échelle européenne ça s'appelle les Position Papers. Et du coup donc sur ce rassemblement finalement, enfin autour de ce rassemblement des métiers finalement qui construisent le cadre de vie. Ce que vous disiez, architecte d'intérieur, architecte, paysagiste, urbaniste. En fait, vous avez aussi mis au point des thèmes qui traversent toutes ces professions et qui sont destinés en fait à tous les pays européens. Oui, en fait, dans ce type de programme, si on n'a pas à un moment donné une démarche politique, ça sert pas à grand chose, quoi. On peut faire de l'info, on peut compiler des documents, on peut faire des tas de choses comme ça. Mais il y a un moment donné, il faut prendre position. Donc c'est le résultat de longues discussions entre pays, parce que vous imaginez bien que chacun réagit suivant son identité nationale et suivant même sa géographie ou son climat. Donc on a sélectionné trois, on appelle ça des topics, des sujets, thèmes, donc. Des sujets. Le premier qui nous paraît évident aujourd'hui, qui est l'éco-responsabilité dans la conception du projet, ou l'éco-conception, sustainability en anglais. Le deuxième sur l'importance de l'esthétique dans le cadre de vie et dans l'environnement du corps humain. Donc il ne s'agit pas spécifiquement de décoration, ne tombons pas là-dedans, mais l'esthétique a une importance vitale dans le travail que nous faisons, et il est surtout identitaire dans notre discipline professionnelle. Et puis le troisième, qui est aussi pour nous, architectes d'intérieur, un peu enfoncer une porte ouverte, mais qui pour beaucoup de gens mérite un peu de réflexion et de compréhension, c'est la rénovation, le phénomène de la rénovation, qui, comme le disait un des précédents président de l'ordre, est un acte architectural. Oui, absolument, c'est un acte architectural, mais il correspond pour nous à quelque chose de très important, c'est qu'il n'y a pas de rénovation sans
réinvention des usages du cadre bâti. Et on le sait tous, en tant qu'architecte d'intérieur, on ne rentre pas dans un bâtiment pour le rénover sans avoir le besoin et la nécessité d'en regarder son usage et voire de réinventer un nouvel usage pour ce bâtiment. Alors ces 3 thèmes ont remporté l'adhésion des 20 pays et nous les développons sous forme de textes qui vont être mis en ligne. Le premier sur l'éco-responsabilité est déjà en ligne sur les sites européens et sur le site de l'ECIA, et on est en travail sur les 2 suivants pour la fin de l'année. Voilà. Alors, je vais plus loin parce que Maëlle, vous allez peut-être me poser la question, à moins que vous ne me la posiez pas, mais ces 3 thèmes-là ont donné naissance à 3 questions. À qui est-ce que vous allez en parler? Voilà. Donc, il s'agit de 3 questions suivant ces thèmes-là qui vont être posés à on va dire, des têtes pensantes ou des stars de la profession dans chacun des pays européens. Et nous sommes les premiers à avoir déclenché cette chose-là avec un interview de Philippe Starck que vous entendrez après, et qui a eu la gentillesse de répondre à sa manière à ces 3 questions. Voilà, donc ce sera le premier point. Richard, tu es allé poser. Richard veut intervenir, je te le... Oui, d'abord sur l'intervention de Thierry Conquet. Thierry Conquet est la sommité pensante et travaille pour le CIA depuis plus de 10 ans. Et combien de temps que tu travailles pour le CIA? Tu es membre institutionnel? 2012. Depuis 12 ans. Donc bien au courant du fait des textes et bien au courant un petit peu de ce qui se trame au niveau européen. Et c'est donc un relais très intéressant pour nous au niveau national. Et c'est lui qui nous a inspiré effectivement le fait que le pôle action des architectes d'intérieur soit un membre votant représentant la France aujourd'hui. Donc voilà, la légitimité que tu interviennes effectivement aujourd'hui par rapport à ce qui se prépare et ce qui se réfléchit donc au niveau européen pour créer une cinétique, une synergie, hein, puisque c'est le mot qui va bien pour l'avenir, et qu'on arrive à trouver effectivement pour demain une reconnaissance qu'on souhaite tous et qui pourrait peut-être être insufflée par l'Europe. Est-ce Merci, que, du Richard. coup,